Bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié à l'innovation et au digital. L'intelligence artificielle, on en parle partout, mais est-on vraiment conscient de l'impact sur nos vies et surtout sur le futur de nos enfants? C'est le défi de l'éducation aujourd'hui. Comment intégrer l'IA? Comment intégrer le numérique pour qu'ils soient de véritables alliés de l'apprentissage? Comment préparer nos jeunes à ce monde en pleine transformation sans en faire des victimes? Pour y voir plus clair, nous recevons ce soir deux experts de l'éducation nationale qui œuvrent au quotidien pour accompagner cette révolution pédagogique. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Birban. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué de région académique pour le numérique éducatif. DRAN, vous allez bien? Tout à fait, ça va bien, merci. Et je reçois Christophe Smirchalski. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes conseiller pédagogique départemental rattaché à la DRAN. Voilà. Les défis de l'IA et du numérique pour l'éducation des plus jeunes. Terre d'innovation, c'est parti. Sébastien Birban, vous êtes délégué de région académique pour le numérique éducatif, DRAN. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer votre rôle au sein de l'académie? Oui, alors, mon rôle est tout d'abord de conseiller Madame la rectrice de l'académie sur le sujet du numérique éducatif. On différencie le numérique pour les personnels et le numérique pour les élèves, pour les enseignants. Donc nous, on est plutôt sur cette partie-là, la partie pédagogique. Donc, dans mes missions, en fait, il y a toute la définition avec la rectrice, bien sûr, et sous la validation de Madame la rectrice, de la stratégie, en fait, que l'académie va adopter pour pouvoir développer l'utilisation du numérique dans les classes, dans les établissements scolaires, tout en suivant, bien sûr, la stratégie nationale. On a une stratégie qui a été déployée, notamment la dernière en 2023, et qui va finir en 2027, et où il y a tout un tas d'axes sur lesquels nous nous inscrivons en essayant de les contextualiser et de répondre aussi aux problématiques locales, parce que le numérique ne se déploie pas de la même manière partout, sachant aussi qu'on a une double compétence sur ce sujet-là, celle de l'éducation nationale pour tout ce qui est contenu, accompagnement, formation, on se charge de cela, et puis celle des collectivités locales qui sont chargées de l'équipement, des infrastructures, voire de la fourniture de services en ligne aussi. Très bien. Et sans développer, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire, est-ce qu'il y a peut-être un axe essentiel sur la vision du numérique et de l'IA déployée en Martinique, dans l'éducation évidemment? Alors en Martinique, en fait, nous essayons de concilier à la fois les difficultés que l'on peut rencontrer encore dans les salles de classe, du fait des difficultés de l'accès Internet, du fait parfois des matériels qui sont soumis on va dire, à de rudes épreuves, notamment du fait du climat. Oui. Et puis de l'autre côté, essayer de tenir tous les enseignants encore, on va dire, dans l'actualité, au fait, d'être aussi on va dire, dans ce qui se fait aujourd'hui. Et l'IA, on ne peut pas les laisser de côté, même si parfois ils rencontrent des difficultés au quotidien. Il faut que tous nos enseignants s'y mettent, et s'y mettent avec les élèves, pas que pour eux. Très bien. Merci Sébastien. Christophe, donc vous êtes conseiller pédagogique, vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre mission au quotidien dans le monde éducatif? Alors, je travaille auprès de Sébastien et donc je me retrouve à accompagner les enseignants sur certains dossiers particuliers. Ça peut être des dossiers en termes d'équipement, ça peut être des dossiers en termes de formation, ça dépendra des différents sujets. Et je suis notamment chargé du dossier de l'intelligence artificielle sur l'académie. Bon, je suis content de vous avoir sur ce plateau. Sébastien, l'intégration de l'IA, premier sujet, de nombreuses questions éthiques, et notamment en ce qui concerne les données personnelles et les données personnelles des élèves qui sont le plus souvent mineurs.
comment l'académie veille-t-elle à leur protection? Alors, c'est vrai que depuis l'émergence, on va dire, des solutions d'IA générative grand public, l'éducation nationale, eh bien, s'est fait prendre, on va dire, dans la vague et essaye maintenant de réguler, on va dire, ses usages. On est conscient que il faut prendre le train en marche, que c'est pas si simple parce qu'il y a des choses qui ont commencé à se faire. Et donc, il faut à la fois essayer de faire comprendre, eh bien oui, les risques qu'il peut y avoir à utiliser des IA grand public états-uniennes, peut-être chinoises, peut-être voilà, des pays qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, et souvent, voire toujours, des sociétés commerciales donc, qui font des données, on va dire, des utilisations qui ne sont peut-être pas tout à fait transparentes, et on ne sait pas ce qui en est fait. Et donc, il faut qu'il y ait cette prise de conscience des enseignants alors qu'ils sont en train d'utiliser, ils sont peut-être très satisfaits, mais ils ont peut-être des pratiques qui ne sont pas satisfaisantes pour protéger eh bien, les données, leurs propres données, mais aussi les données des élèves et les données des familles parfois qui scolarisent les enfants. Et concrètement, comment ça se manifeste? Il y a un accompagnement, une formation des enseignants. Il y a un plan qui a été prévu au niveau de la Martinique pour justement cette montée en compétences par rapport au risque Ouais. de l'IA. Alors tout à fait, il y a un plan. Alors il y a un plan au niveau de l'académie, un plan aussi au niveau national. Alors on ne peut pas demander aux enseignants de ne pas utiliser les solutions grand public. Donc ils sont autorisés à le faire, mais tout en respectant un cadre. Ce cadre a été très concerté toute l'année dernière entre les enseignants, les syndicats, les personnels de direction, les inspecteurs, le comité d'éthique, la CNIL et autres partenaires. Et donc ils sont arrivés à un cadre de recommandations d'usage de l'IA en éducation, avec plusieurs grands principes, notamment celui de ne jamais divulguer de données personnelles à caractère personnel sur soi ou sur les autres dans ces outils-là. La deuxième recommandation, c'est une recommandation environnementale, c'est-à-dire que si on peut ne pas l'utiliser, on ne l'utilise pas, parce qu'on doit être conscient de l'impact écologique que cela a. Bien On sûr. fait à peu près un rapport de 1 à 10 entre une recherche sur Google et puis une recherche sur ChatGPT. Et puis, troisième chose, eh bien, il faut toujours garder cet esprit critique. Et là, ce cadre-là prévient bien tous les utilisateurs de l'éducation eh bien, qu'il faut toujours, et il faut apprendre, il faut toujours ce regard, et il faut apprendre aux élèves à l'avoir. Et on en parlera peut-être un petit peu après, mais c'est pour ça qu'il y a un âge particulier avec lequel on peut commencer dans l'IA, et cet âge-là était fixé à la 4e. Très bien. Alors, il y a des risques, mais il y a aussi finalement des avantages. Christophe, je crois qu'il y a une expérimentation qui a été mise en place. Alors, c'est MIA, MIA seconde, qui est un service de remédiation en français et en mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, le contexte et puis peut-être des premiers résultats? Alors, MIA seconde, l'idée c'était de fournir aux enseignants, aux équipes pédagogiques, un support sur lequel ils pourraient proposer du contenu à destination des élèves et qu'il y ait un retour qui ensuite puisse se faire de l'usage des élèves. L'idée était portée au niveau national et ils ont cherché des lieux, donc des lycées, parce que ça s'adresse aux lycéens, des lycées qui étaient volontaires pour faire des tests. MIA seconde a donc été déployé et avec des tests qui étaient plutôt rigoureux, même peut-être plus rigoureux que ce qu'on a l'habitude de faire, parce que l'idée c'était de venir avec des solutions qui comportaient ou pas de l'IA, qui comportaient ou pas d'une réalité entre guillemets d'usage complet de la solution, et en restant de façon totalement floue sur quelle était la solution qui était utilisée par les différents utilisateurs. Le retour a été positif et maintenant ça va être généralisé. Donc nous, sur l'académie, on va avoir de nombreux lycées qui vont commencer à l'utiliser en français et en mathématiques. Alors, pour comprendre, puisqu'il y a le mot remédiation qui est employé, quel est le bénéfice? Potentiellement, ça permet aux élèves d'aller chercher à combler des lacunes, c'est cela? Voilà, ça permet aux élèves de rebondir sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et de pouvoir amener, grâce à l'IA, des solutions qui vont être adaptées à leurs besoins. Donc ça offre aussi à l'enseignant un regard plus fin sur les différents lycéens qui se trouvent au sein de sa classe et les possibilités, les besoins dont ils peuvent avoir besoin. D'accord, donc pour essayer de résumer, au lieu d'avoir finalement
une masse informe, ce qui est jamais le Ouais. cas. Hein. Les enseignants connaissent Mhm. un peu leurs élèves. Quand je dis un peu, beaucoup. Normalement. Normalement, là, quand même, l'IA vient aider pour avoir vraiment une personnalisation, pour aller encore plus loin, pour essayer d'apporter ce que chacun a Voilà, besoin. C'est ça. amener quelque part une expertise sur aussi les bons moments de revenir sur des sujets, etc. Ok. Des solutions qui sont beaucoup plus fines. Très bien. Au-delà de ces solutions de remédiation, je sais qu'il existe beaucoup de solutions vraiment pensées pour l'éducation, Knowledge AI, EduBot, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire globalement les problématiques que ces IA spécifiques de l'éducation essayent d'adresser? En fait, on se retrouve dans le monde éducatif à peu près les mêmes questions que dans le monde, je veux dire, classique. Il faut répondre à des besoins, mais il faut d'abord définir ces besoins. Donc les différentes solutions vont souvent se baser sur des IA génératives, et l'idée c'est de venir au plus près des besoins utilisateurs. On a des solutions, vous avez parlé de Knowledge AI par exemple, qui se sont dit on va venir accompagner l'enseignant dans sa pratique pédagogique en lui fournissant des outils adaptés au contenu que lui aura fabriqué ou que lui aura choisi, en le limitant à ce périmètre-là et en le fournissant ensuite des exercices, des vidéos, des différents supports pour pouvoir travailler avec nos élèves en milieu totalement fermé, puisqu'on n'ira pas plus loin que ce que l'enseignant aura fourni. D'accord, donc en fait, pour bien comprendre, l'enseignant a défini un peu son périmètre et l'IA l'aide à aller encore plus loin, mais en respectant ce périmètre qu'il a défini. S'il faut faire un dessin, en gros, je fournis mon cours, donc je pourrais fournir un PDF, je pourrais fournir une vidéo, et l'IA va lire cette vidéo, la traduire en texte, va étudier le texte, et ensuite va en faire un résumé, il va en faire des mots croisés, il va en faire des mots fléchés, il va en faire des exercices à trous, il va en faire des flashcards, il va en faire différents types d'exercices, différents types d'éléments qui pourront accompagner l'élève dans son apprentissage. Et ensuite, il fournira cette banque d'exercices complète ou pas, c'est lui qui choisira et qui pourra d'ailleurs amender ou pas, à l'élève. Et donc, l'élève peut retravailler comme ça le contenu du cours. Très bien. Donc Un autre cas. Voilà, c'est des types de solutions en fait portées côté enseignant pour fournir des solutions à l'élève. Et puis après, on a aussi des solutions plus grand public, on va dire, que l'élève peut utiliser. On a vu notamment la possibilité dans ChatGPT qui est apparu vers juillet d'offrir le student avec la possibilité de poser des questions et de se limiter. Dans la masterclass. De la même façon, on a des solutions comme des créations de podcasts, par exemple. Okay. Donc on va lui fournir du cours et on va avoir un podcast. Donc on peut revoir son cours en voiture le matin ou dans le bus en allant au lycée et pouvoir se le remémorer comme ça. Ou alors utiliser des IA pour qu'il y ait une interrogation façon chatbot. Fais-moi revoir ma leçon et je te fournis la leçon et toi tu me poses des questions et je te réponds et tu me corriges. Et tu peux m'amener un complément d'information au besoin ou m'aiguiller sur la partie du cours que je n'ai pas suffisamment travaillé. Donc on a à la fois des IA qui sont orientés enseignants, des IA qui sont orientés élèves, et puis après on a les IA génératives grand public que chacun peut utiliser à sa sauce. L'idée c'est d'apprendre à les utiliser en toute conscience, en toute conscience, en tout respect aussi de la vie privée, on en a parlé tout à l'heure avec le RGPD et les données personnelles. Et puis de lui permettre de devenir un assistant, un prof particulier, et quelque part de couper aussi les difficultés qu'on rencontrait jusqu'ici, avec des clivages entre ceux qui ont les moyens d'avoir un prof particulier, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ont un grand frère, qui n'ont pas de grand frère, etc., qui peuvent être pour un peu estompés, même si les différentes études discutent de plus en plus cette réalité. Très bien. Sébastien, je voulais parler d'un sujet, c'est le smartphone. C'était déjà un sujet important avant l'IA, le smartphone dans les écoles, dans les établissements scolaires. Ça devient peut-être un sujet encore plus prégnant avec l'IA. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler la réglementation? Le smartphone, il est autorisé ou pas dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées? À quelles conditions? Oui, c'est vrai qu'on peut encore se poser la question parfois quand on constate certains usages et qui nous étonnent souvent. Alors en fait, dans les écoles et dans les collèges, eh bien, il y a une loi qui interdit l'utilisation du téléphone portable par les élèves, sauf exception qui est définie dans le règlement intérieur. Au lycée, il n'y a pas d'interdiction, et si on veut qu'il y ait des restrictions, eh bien, là aussi, c'est dans le règlement intérieur que ça doit être défini. Je dirais, malheureusement, eh bien, on constate que l'utilisation du téléphone portable se fait quand même, et que nous avons nos équipes de vie scolaire qui cherchent en vain à éradiquer, on
va dire, ce phénomène-là. Donc il y a des élèves qui se font punir, des élèves qui se font sanctionner. Ça apporte tout un tas de conflits au sein de l'école. Ça apporte tout un tas de situations aussi que l'on aurait aimé éviter, hein, de type cyberharcèlement, notamment avec le téléphone, hein, ou de type consultation de vidéos ou de supports, on va dire, interdits, surtout pour ces âges-là. Et ça, pour éradiquer, eh bien, en fait, on a beaucoup de mal. D'où le dispositif qui a été proposé et pensé par le ministère, qui s'appelait pause numérique, et qui s'appelle maintenant portable en pause, pour ne pas confondre aussi le numérique utile pour l'élève et le numérique qu'on pourrait dire inutile, ou en tout cas juste pour un divertissement. Et ce dispositif-là doit être généralisé à partir de janvier 2026. Voilà. Donc c'est quoi? En fait, c'est renforcer la mise à l'écart du téléphone des élèves pour qu'ils ne soient pas à proximité. Voilà. Et on va chercher à trouver des moyens qui vont permettre cette mise à l'écart. Donc ça peut être des pochettes sécurisées, comme on l'a vu au collège du Morne Rouge, comme on l'a au collège Julien Nicolas, comme on l'a au collège Hubert Néraud au Lorrain, comme on l'aura au collège Gérard Café au Marin, des pochettes où l'élève en début de matinée va mettre le téléphone dedans, ça va être verrouillé, et toute la journée, il ne peut pas y accéder, sauf cas d'urgence, où là c'est prévu dans le règlement, et il pourrait quand même, sous surveillance, le consulter. Et quand il quitte l'établissement, il récupère, on va dire, son autonomie sur le téléphone. Et on a eu des expérimentations qui ont vraiment montré des effets très positifs, à la fois sur le climat scolaire, aussi sur les relations entre les élèves. Hein, on a l'habitude de voir tout un rang de jeunes ou d'élèves qui sont chacun sur leur téléphone et qui ne se parlent même plus, si peut-être à travers le téléphone. Et en fait, on va essayer de faire avec ce dispositif aussi se reparler, les élèves entre eux, et tout un tas d'autres améliorations. Encore une fois, j'ai parlé du cyberharcèlement, mais peut-être aussi que ces situations-là pourraient diminuer avec ce renforcement de l'interdiction. Très bien. Tout à l'heure, vous vouliez aussi évoquer sur l'IA, le fait qu'il y a aussi, peut-être en fonction des âges, voilà, des règles qui commencent à s'établir. Quelles sont-elles? Alors, le cadre d'usage de l'IA en éducation que j'ai évoqué tout à l'heure, donc pose l'idée que avant la classe de 4e, eh bien, les élèves n'ont pas encore l'esprit critique suffisant, n'ont pas encore le recul suffisant, peuvent ne pas comprendre comment fonctionne l'IA générative, et donc on demande aux enseignants de les sensibiliser avant la 4e, sensibiliser les élèves pour qu'ils comprennent ce qu'est un agent conversationnel, qu'est-ce qui se cache derrière, pour qu'ils comprennent, par exemple, quand on a une image qui paraît étonnante, eh ben, peut-être qu'elle a été truquée et que ça vient de l'intelligence artificielle. Puis au fur et à mesure que les élèves ont la maturité suffisante, eh bien, on va pouvoir les amener à l'utilisation, sous la surveillance des enseignants, d'outils d'IA générative, tout en faisant bien attention qu'un enseignant ne doit jamais demander aux élèves de créer des comptes. Voilà, donc ça, ce n'est pas à faire. C'est sous la responsabilité des parents, à partir de l'âge légal, donc 15 ans, que les élèves C'est les pourraient parents le faire. qui sont aussi dans cette démarche de création. Voilà, donc il faut que les parents d'accord. aussi soient sensibilisés Bien sûr. aux risques, aux biais, voilà, aux stéréotypes qui peuvent être véhiculés, à tout un tas de problèmes que l'utilisation de manière non éclairée ou avec un esprit critique insuffisant, eh bien, pourrait causer à leur enfant. Donc il faut vraiment faire attention à ça et ne jamais laisser un jeune, très jeune surtout, bien seul avec l'utilisation de ces outils-là. Et quand on arrive au lycée, eh bien là, on peut, avec plus d'autonomie, si on a eu cette sensibilisation, on va dire cette formation, eh bien travailler avec. Attention quand même, ce cadre indique que si l'enseignant n'autorise pas explicitement d'utiliser l'IA pour faire un devoir, eh bien c'est que c'est interdit. Très bien. Il y a un sujet que je rêve d'aborder avec vous, et ça tombe très bien, il nous reste quelques minutes, c'est justement ce rapport de l'IA et des hommes. Christophe, est-ce que, peut-être que Sébastien, vous voudrez réagir, mais est-ce que vous arrivez à sentir aujourd'hui comment les enseignants se placent par rapport à ces IA? Est-ce qu'ils se posent la question d'un potentiel remplacement? Est-ce qu'ils se posent la question de leur rôle, ou est-ce que finalement ils en voient plutôt un levier au quotidien pour mieux enseigner? Je pense qu'on a les deux cas. D'accord. On a à la fois des enseignants qui sont très très réticents
qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas forcément le personnel le plus âgé non plus. Ça peut être très, Oui, très c'est pas partagé au niveau des âges, générationnel. c'est pas lié, voilà. Mais on a aussi en parallèle des personnes qui y voient un bénéfice important, notamment sur le gain de temps, le temps de préparation, et qui donc se consacrent un peu plus, quelque part aussi, à de la remédiation ou à de l'individualisation des apprentissages. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on voit aussi, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est le formidable levier que ça peut représenter, notamment pour tous les élèves à besoins particuliers, la possibilité de consacrer plus de temps à ces élèves et de consacrer aussi des solutions qui sont adaptées à eux. Donc ça, c'est un formidable levier que repèrent certains, et puis d'autres ont plus une réticence qui est plus sociétale, j'ai envie de dire, que réellement une réticence au niveau éducation. Je ne pense pas que demain, on aura une disparition des profs remplacés par une IA. Bon, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, dans le court terme, même le moyen terme, j'y crois moyen. Très bien. Et vous vouliez réagir? Alors, si je peux aussi allez-y, bien sûr. compléter, Bien sûr. en fait, on a la chance que l'école en France, en fait, a deux missions, celle de transmettre des savoirs et celle aussi de sociabiliser les élèves pour qu'ils fassent société. Pourquoi est-ce qu'on a des classes? Pourquoi est-ce qu'on travaille en groupe? Pourquoi est-ce qu'on fait des équipes à l'école? C'est pour cela. Et ça, l'IA ne pourra pas le remplacer. Donc oui, l'IA pourra aider, outiller tout ce que sont les apprentissages, on va dire, de connaissances notamment et les savoirs. Mais de l'autre côté, eh bien, on ne remplacera pas les enseignants dans tout ce travail de sociabilisation des élèves. Ce travail de relation, de vivre ensemble. C'est ça. Très bien. Alors, il y a un sujet aussi, la question est pour vous, Sébastien, c'est, il m'est arrivé d'échanger avec des parents, notamment, alors c'est une question qui n'est pas facile pour vous, mais notamment au moment de Parcoursup, où il y a des parents qui se disent un peu démunis parce que peut-être qu'eux ont pris la décision finalement de ne pas trop exposer leurs enfants à l'IA et que certains élèves, avec cet usage de l'IA, peut-être que c'est une bonne chose ou pas, mais finalement ont des notes qu'ils n'avaient pas avant et peut-être que ça biaise un peu finalement la valeur et l'implication de chaque élève. Comment on réagit par rapport à cela? Comment on rassure les parents? Et est-ce qu'il y a déjà un rempart? Parce que ça, c'est pas évident. Alors, un rempart, comme chacun le sait, j'espère aujourd'hui, en fait, les détecteurs d'intelligence artificielle ne permettent pas de détecter à 100%. Donc, si on n'en est pas sûr à 100%, on ne peut pas en faire usage. Bien sûr. Parce qu'on risquerait de rentrer, évidemment, dans un conflit avec la personne. Donc, sachant que ça, ce n'est pas possible, eh bien, il faut qu'il y ait un échange, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un travail, et puis que les enseignants arrivent à repérer si un gamin a des notes qui sont inhabituelles ou qui ne reflètent pas du tout eh bien, ses compétences, voilà, eh bien, il faut qu'il réagisse. Il ne faut pas qu'il se laisse berner. Voilà. Mais c'est vrai que si certains enseignants le font, certains enseignants ne le font pas et laissent passer et ne veulent pas voir ou ferment les yeux, on peut penser qu'il y aurait des inégalités entre les établissements, entre les élèves aussi. Et c'est pour cela, notamment, que eh bien, nous allons essayer d'entrer et de faire rentrer la réflexion sur l'IA dans tous les établissements scolaires, auprès de tous les enseignants, sur plusieurs années, pour que chacun puisse avoir conscience et soit capable de réagir, et pour qu'il n'y ait pas ce risque, on va dire, qui est légitime, d'inégalité ou d'injustice. Alors, autre question. On peut avoir aussi le sentiment que ces nouvelles générations d'élèves, avec ces outils d'IA, réussissent à avoir un résultat qui peut être des fois bluffant, très rapidement. Mais on peut se demander si réellement ces élèves ont acquis les compétences. Et moi qui suis entrepreneur, demain, me dire que je vais avoir des forces vives ou si demain il y a une panne de ChatGPT ou de Gemini, mes collaborateurs me disent on ne sait pas faire, on ne sait faire qu'avec l'IA, c'est un vrai risque. Comment on fait aujourd'hui pour s'assurer que les élèves soient des élèves entre guillemets augmentés, c'est-à-dire qui puissent apprendre avec l'IA, même potentiellement gommer leurs lacunes avec l'IA, mais qu'on continue d'apprendre concrètement ce qu'il faut à l'école, les compétences sans IA? Pour moi, on va dire la seule issue, c'est que la plupart des enseignants s'en emparent. Et la plupart des enseignants montrent ce que l'on peut en faire, ce qu'il ne faut pas en faire avec les élèves, et que ce soit, on va dire, désacralisé, que les élèves se sentent en confiance avec leurs enseignants dans l'usage. Et au fur et à mesure, les élèves
eh bien, ne vont plus l'utiliser pour essayer de contourner la règle, pour essayer de tricher, pour essayer de contourner aussi ce que le système propose, hein, parce qu'on est quand même, on le sait bien, on est dans de la concurrence, on est dans de l'élitisme, et donc l'école, on va dire, pose aussi ces règles-là, et donc pourquoi est-ce qu'ils n'utiliseraient pas les outils qu'ils ont à leur disposition pour essayer d'y rentrer? Mais je dirais que si on arrive à l'intégrer au quotidien, eh bien, et à redonner du sens, on va dire, donner vraiment du sens aux apprentissages, parce que c'est ça aussi, il faut comprendre pourquoi on apprend, et utiliser un outil, si je ne l'ai plus, comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'est vrai qu'on a le problème avec le GPS, hein, par exemple, C'est ça. quand on ne l'a plus, est-ce qu'on sait Exactement. encore lire C'est une une très carte, belle est-ce image. qu'on arrive encore à lire les panneaux? Eh bien, il faut conserver, on va dire, ces compétences-là de savoir sans IA. Dernière question pour vous, Christophe, qui êtes souvent sur le terrain. Au niveau des élèves, comment eux perçoivent cette révolution IA? Est-ce qu'ils sont 100% fascinés ou est-ce que chez les élèves aussi, il y en a certains qui se posent en contre, se posent des questions sur leur avenir avec cette IA? Alors, j'ai pas de retour direct d'élèves. D'accord. J'ai souvent des retours qui sont, qui passent par Bien sûr, par le filtre des par le enseignants. fil des enseignants, Oui. mais j'ai des enfants. Oui. Bon, et du coup, ces enfants que j'ai ont des amis, donc je vais plutôt parler de ceux que je connais, des jeunes entre guillemets que je connais. Je pense qu'ils sont tous utilisateurs d'IA. Penser qu'aujourd'hui on a un jeune de collège qui n'utilise pas l'IA, je pense que c'est une erreur. Je n'irai pas plus bas parce que je ne pense pas qu'on est à 100% à ce niveau-là. Mais au niveau du collège, je pense que oui. Après, sur l'usage et la dangerosité de l'IA, certains ont l'imaginaire qu'ils peuvent se faire repérer s'ils utilisent de l'IA, donc ils vont ne pas l'utiliser ou alors utiliser de façon assez cadrée. Par contre, on n'est pas forcément dans la triche. Autour de moi, j'ai beaucoup d'utilisateurs qui vont demander à l'IA, tu peux me réexpliquer tel sujet en mathématiques, tu peux m'expliquer la démonstration, tu peux m'interroger sur mon grand oral, tu peux me poser des questions, tu peux valoriser mes réponses, tu peux me faire des propositions de réponses sur mon grand oral. On est vraiment plutôt dans du coaching que réellement dans de la triche. En tout cas, sur ce que j'observe autour de moi. Très bien. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités du jour. Merci à Sébastien Birban, Merci à délégué vous. de région académique pour le numérique éducatif, et Christophe Smirchalski, conseiller pédagogique départemental rattaché à la DRAN. Merci messieurs. Merci. Merci. Alors, pour les parents qui regardent cette émission, mais aussi pour les élèves, sachez que désormais, les IA génératives, notamment ChatGPT et Gemini, ont sorti un mode pour apprendre. Je vous montre ici ChatGPT. Et dans ChatGPT, vous avez la possibilité de cliquer sur le plus ici et plus encore, et vous allez pouvoir actionner la fonctionnalité étudier et apprendre. Et vous retrouvez cette même fonctionnalité dans Gemini, où vous allez cliquer sur apprentissage guidé. Dans l'un et dans l'autre, vous pouvez traiter un sujet de votre cours. ChatGPT ou Gemini vont vous poser des questions, vont vous créer des quiz. C'est vraiment génial. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et surtout, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. À bientôt!